Bonjour à tous. Savez-vous réellement comment vous prenez vos décisions importantes? Pensez-vous être quelqu'un de rationnel qui analyse tout méticuleusement? Ou êtes-vous plutôt guidé par vos émotions et vos ressentis? Ou encore, faites-vous confiance à votre instinct, à cette petite voix intérieure qui vous dit immédiatement si quelque chose est bon pour vous ou non? Voici une question encore plus troublante. Et si ce que vous croyez savoir sur votre façon de décider était en réalité une illusion? Et si votre véritable centre de décision était complètement différent de ce que vous imaginez? Aujourd'hui, nous allons parler des triades de l'énéagramme, un concept fondamental développé par Don Rizzo et Russ Hudson qui révolutionne notre compréhension de la prise de décision humaine. Depuis le début de cette série, nous avons exploré les 9 profils de personnalité, les sous-types instinctifs et bien d'autres facettes de ce système remarquable. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des structures les plus éclairantes de l'énéagramme, les 3 centres d'intelligence. Contrairement à ce que beaucoup pensent, nous ne prenons pas nos décisions d'une seule façon. L'être humain dispose de 3 centres d'intelligence distincts. Le centre mental, ou intellectuel, le centre émotionnel, ou du cœur, et le centre instinctif, ou du ventre. Chacun de ces centres traite l'information différemment, réagit à des stimuli spécifiques et influence nos choix de manière unique. Le génie de cette approche réside dans sa capacité à expliquer pourquoi certaines personnes semblent naturellement douées pour l'analyse, d'autres pour les relations humaines, et encore d'autres pour l'action concrète. Plus fascinant encore, elle révèle comment chaque profil de l'énéagramme privilégie l'un de ses centres tout en ayant des relations complexes avec les deux autres. Cette compréhension transforme notre vision de nous-mêmes et des autres. Elle explique pourquoi certains conflits naissent non pas de mauvaises intentions, mais simplement de modes de traitement de l'information fondamentalement différents. Elle explique aussi pourquoi certaines approches pédagogiques, managériales ou thérapeutiques fonctionnent mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres. L'approche de Risso et Hudson, enrichie par des décennies de recherche, offre une cartographie précise de ces mécanismes. Les travaux, notamment dans le livre La sagesse de l'énéagramme, nous permettent de comprendre non seulement quel centre domine chez nous, mais aussi comment développer les autres centres pour accéder à une intelligence plus complète et équilibrée. Nous allons voir cet épisode sous plusieurs parties. Premièrement, nous définirons précisément ce que sont les 3 centres d'intelligence et comment ils fonctionnent individuellement. Nous verrons que chaque centre possède sa propre logique, ses propres forces et ses propres limitations. Deuxièmement, nous examinerons en détail le centre mental ou intellectuel, domaine de la réflexion, de l'analyse, de la planification. Nous découvrirons comment les profils 5, 6 et 7 utilisent ce centre, chacun à sa manière. Troisièmement, nous plongerons dans le centre émotionnel, ou du cœur, siège des relations, de l'image de soi et de la connexion aux autres. Les profils 2, 3 et 4 nous serviront de guide pour comprendre ces mécanismes. Quatrièmement, nous explorerons le centre instinctif, ou du ventre, source de l'action, du contrôle, de la justice. Les profils 8, 9 et 1 illustreront parfaitement son fonctionnement. Cinquièmement, nous analyserons comment chaque profil de l'énéagramme navigue entre ces 3 centres, quel est son centre dominant, et comment les autres centres s'expriment ou se retrouvent réprimés. Enfin, nous aborderons les implications pratiques de cette compréhension pour le développement personnel, les relations et la croissance spirituelle. Première partie, le concept des 3 centres. Fondement théorique. Les 3 centres d'intelligence constituent l'une des contributions les plus importantes de l'énéagramme moderne à la psychologie. Cette approche reconnaît que l'être humain ne fonctionne pas uniquement par une pensée rationnelle, mais intègre 3 modes de traitement de l'information distincts et complémentaires. Chaque centre possède sa propre intelligence, ses propres mécanismes de perception et ses propres modalités d'action. Ils ne sont pas hiérarchisés. Aucun n'est meilleur que les autres. Ils représentent 3 façons également valables et nécessaires d'appréhender la réalité. Cette vision s'oppose à la tradition occidentale qui a longtemps privilégié l'intelligence rationnelle au détriment des intelligences émotionnelles et corporelles. L'énéagramme restaure l'équilibre en reconnaissant la valeur intrinsèque de chaque mode d'intelligence.
L'organisation des profils par centre. Les 9 profils de l'énéagramme se répartissent naturellement en 3 groupes de 3, chaque groupe étant associé à un centre dominant. Les profils 5, 6 et 7 appartiennent au centre mental. Ils traitent prioritairement l'information par la pensée, l'analyse et la conceptualisation. Les profils 2, 3 et 4 relèvent du centre émotionnel. Ils naviguent principalement par les émotions, les relations et l'image de soi. Les profils 8, 9 et 1 s'ancrent dans le centre instinctif. Ils privilégient l'action directe, le contrôle de l'environnement et la justice. Cette répartition n'est pas rigide. Chaque personne utilise les 3 centres, mais l'un d'eux domine et colore sa façon d'être au monde. Deuxième partie, le centre mental ou intellectuel. Caractéristiques générales. Le centre mental constitue le siège de la pensée, de l'analyse, de la planification et de la conceptualisation. Les personnes dont ce centre domine excellent dans le traitement de l'information abstraite, la résolution de problèmes complexes et l'anticipation des scénarios futurs. Ce centre se préoccupe fondamentalement de la sécurité. Il cherche à comprendre le monde pour mieux le prévoir et s'y préparer. La collecte d'informations, l'analyse des risques et l'élaboration de stratégies constituent ses activités privilégiées. Les émotions du centre mental tournent autour de l'anxiété et de la peur. Non pas une peur paralysante, mais plutôt une vigilance constante face à l'incertitude et aux dangers potentiels. Cette émotion fondamentale pousse à la recherche de sécurité par la connaissance, la préparation, l'anticipation. Le profil 5. Le profil 5 illustrerait parfaitement l'utilisation pure du centre mental. Une personne de ce profil rechercherait la compréhension approfondie avant l'action. Elle préférerait observer, analyser et comprendre plutôt que de s'engager immédiatement. Face à une situation nouvelle, le profil 5 se retirerait d'abord pour réfléchir. Il collectionnerait les informations, étudierait tous les angles et ne s'engagerait qu'une fois certain de maîtriser suffisamment le sujet. Cette approche lui donnerait une expertise remarquable dans ses domaines de prédilection. Sa peur fondamentale serait d'être submergé par des demandes du monde extérieur. Il protégerait donc jalousement son temps et son énergie, les consacrant à l'approfondissement de ses connaissances plutôt qu'à l'interaction sociale ou l'action immédiate. Le profil 6. Le profil 6 utiliserait le centre mental d'une manière différente, orienté vers la sécurité collective et la fidélité au système. Il analyserait constamment l'environnement à la recherche de menaces potentielles et chercherait la protection dans l'appartenance à des groupes ou des autorités fiables. Sa pensée serait caractérisée par l'anticipation des problèmes. Il excellerait dans l'identification des failles, des risques et des scénarios négatifs. Cette vigilance le rendrait précieux dans les équipes et les organisations comme vigie et garde-fou. Paradoxalement, le profil 6 pourrait aussi développer un aspect contrephobique, où il affronterait directement ses peurs par l'action audacieuse. Dans tous les cas, sa motivation profonde resterait la recherche de sécurité, qu'elle passe par la prudence ou par la bravoure. Le profil 7. Le profil 7 représenterait l'aspect le plus optimiste et extraverti du centre mental. Il utiliserait sa capacité d'analyse pour explorer les possibilités, planifier des expériences stimulantes et maintenir un état d'esprit positif. Sa pensée serait rapide, associative et créative. Il excellerait dans la génération d'idées, la connexion de concepts apparemment disparates et la visualisation de futurs désirables. Cette agilité mentale lui permettrait de s'adapter rapidement aux changements. Sa stratégie face à l'anxiété serait la fuite en avant. Plutôt que de se confronter à la douleur ou à la limitation, il se tournerait vers de nouveaux projets, de nouvelles expériences, de nouvelles stimulations. Cette approche lui donnerait une énergie contagieuse, mais pourrait aussi l'empêcher d'approfondir réellement ses expériences. Troisième partie, le centre émotionnel ou du cœur. Caractéristiques générales. Le centre émotionnel gouverne le monde des relations, de l'image de soi et de la connexion aux autres. Les personnes dont ce centre domine
possède une sensibilité particulière aux dynamiques interpersonnelles, aux besoins émotionnels et aux questions d'identité. Ce centre se préoccupe fondamentalement de l'image et de la valeur personnelle. Il cherche la reconnaissance, l'amour et l'acceptation des autres. Les activités relationnelles, l'expression créative et la construction de l'identité constituent ces domaines d'excellence. L'émotion fondamentale du centre émotionnel est la honte, comprise comme un sentiment de ne pas être suffisamment valable en soi. Cette émotion pousse à des stratégies diverses pour obtenir l'amour et la reconnaissance d'autrui. Le profil 2. Le profil 2 incarnerait l'expression tournée vers les autres du centre émotionnel. Une personne de ce profil développerait une sensibilité remarquable aux besoins d'autrui et y répondrait généreusement, parfois au détriment de ses propres besoins. Elle excellerait dans la création de liens, le soutien émotionnel et l'aide concrète. Sa capacité à percevoir et répondre aux besoins non exprimés en ferait une personne précieuse dans les relations personnelles comme professionnelles. Sa motivation profonde serait d'être aimée et appréciée pour sa générosité. Elle pourrait développer une forme d'orgueil basée sur son indispensabilité aux autres, ce qui l'empêcherait parfois de reconnaître et d'exprimer ses propres besoins légitimes. Profil 3. Le profil 3 utiliserait le centre émotionnel pour construire une image de réussite et d'efficacité. Il développerait une capacité remarquable à s'adapter aux attentes de son environnement et à exceller dans les domaines valorisés par sa culture. Sa force résiderait dans l'orientation résultat et la capacité à inspirer les autres par son énergie et ses accomplissements. Il excellerait dans la présentation, la persuasion, l'atteinte des objectifs ambitieux. Sa difficulté principale serait de distinguer entre son image de réussite et son identité authentique. La recherche constante de validation externe pourrait l'éloigner de ses véritables désirs et valeurs personnelles. Le profil 4. Le profil 4 représenterait l'aspect le plus introspectif du centre émotionnel. Il développerait une quête intense d'authenticité et d'expression unique de son identité, souvent à travers la créativité et l'exploration de ses états intérieurs. Sa sensibilité aux nuances émotionnelles et esthétiques en ferait souvent un créateur remarquable. Il excellerait dans l'expression artistique, la compréhension des subtilités psychologiques et la capacité à donner du sens aux expériences difficiles. Sa tendance serait de se percevoir comme fondamentalement différent et incompris. Cette position pourrait l'enrichir par son originalité, mais aussi l'isoler par son sentiment de ne pas appartenir au monde ordinaire. Quatrième partie, le centre instinctif ou du ventre. Caractéristiques générales. Le centre instinctif constitue le siège de l'action, du contrôle de l'environnement et du sens de la justice. Les personnes dont ce centre domine possèdent une relation directe et immédiate au monde physique et aux questions de pouvoir. Ce centre se préoccupe fondamentalement d'autonomie et de contrôle. Il cherche à agir sur le monde plutôt qu'à le comprendre ou à s'y adapter. L'action directe, la résistance à la crainte et la défense de ce qui est juste constituent ses modalités privilégiées. L'émotion fondamentale du centre instinctif est la colère, comprise non comme une violence destructrice, mais comme une énergie de transformation et de résistance à l'injustice. Cette émotion fournit la force nécessaire pour agir et transformer la réalité. Le profil 8. Le profil 8 incarnerait l'expression la plus directe du centre instinctif. Une personne de ce profil agirait avec puissance et détermination, prenant naturellement le contrôle des situations et défendant les faibles contre l'injustice. Elle excellerait dans le leadership, la prise de décisions difficiles et la capacité à aller droit au but sans se perdre dans les détails. Sa force et sa franchise en feraient un leader naturel dans les situations de crise. Sa difficulté serait de moduler son intensité selon les contextes. Sa tendance à l'excès pourrait parfois blesser les personnes plus sensibles, même quand ses intentions seraient généreuses et protectrices. Le profil 9. Le profil 9 représenterait l'aspect le plus harmonieux du centre instinctif. Il utiliserait l'énergie pour créer la paix, maintenir l'équilibre et préserver l'harmonie dans son environnement. Sa force résiderait dans sa capacité à voir tous les points de vue,
à créer du consensus et à apaiser les tensions. Il excellerait dans la médiation, l'écoute et la création d'espaces sécurisants pour tous. Sa tendance serait d'éviter le conflit en minimisant ses propres besoins et ses opinions. Cette stratégie préserverait la paix externe mais pourrait l'éloigner de sa propre vitalité et de ses désirs authentiques. Le profil 1. Le profil 1 canaliserait l'énergie du centre instinctif vers l'amélioration et la correction. Il développerait un sens aigu de ce qui devrait être et travaillerait inlassablement pour corriger les erreurs et les imperfections qu'il percevrait. Il excellerait dans l'organisation, l'amélioration des systèmes et la poursuite de l'excellence. Sa rigueur et son attention aux détails en feraient un contributeur précieux dans tous les domaines nécessitant la précision. Sa difficulté serait de gérer sa colère face à l'imperfection du monde. Cette énergie, souvent réprimée, pourrait se manifester par de la frustration chronique ou des critiques parfois excessives envers lui-même et les autres. Cinquième partie. Dynamique entre les centres. Centre dominant et réprimé. Chaque profil de l'énéagramme ne se contente pas d'utiliser son centre dominant. Il entretient des relations complexes avec les trois centres, développant certains aspects et en réprimant d'autres. Le centre dominant fonctionne de manière automatique et naturelle, mais peut aussi devenir rigide par son utilisation. Les personnes tendent à s'appuyer excessivement sur leurs forces naturelles, parfois au détriment du développement des autres centres. Le centre de soutien, généralement l'un des deux autres centres, se développe partiellement pour compenser les limitations du centre dominant. Cette compensation peut être consciente ou inconsciente. Le centre réprimé reste sous-développé et constitue souvent un territoire d'inconfort et de croissance potentielle. Le travail de développement personnel implique souvent de réhabiliter ce centre négligé. Exemple de dynamique spécifique. Un profil 5, dominant mental, pourrait avoir développé partiellement son centre instinctif, donnant une capacité d'action indépendante, tout en réprimant son centre émotionnel, évitant les complications relationnelles. Un profil 2, dominant émotionnel, pourrait avoir développé son centre mental pour mieux analyser les besoins d'autrui, tout en réprimant son centre instinctif, évitant d'affirmer ses propres besoins. Un profil 8, dominant instinctif, pourrait avoir développé son centre mental pour stratégiser efficacement, tout en réprimant son centre émotionnel pour éviter la vulnérabilité. Ces patterns ne sont pas fixes, mais évoluent selon le niveau de développement et les circonstances de vie. Sixième partie. Développement et intégration des centres. L'objectif de l'équilibre. La perspective de l'énéagramme vise l'intégration harmonieuse des trois centres. Une personne mature utiliserait chaque centre selon les besoins de la situation, sans privilégier systématiquement son centre de confort. Cette intégration ne signifie pas une utilisation égale des trois centres, mais plutôt une utilisation appropriée. Certaines situations appellent à la réflexion, centre mental, d'autres à la connexion, centre émotionnel, et d'autres à l'action, centre instinctif. Le travail d'intégration implique de reconnaître ces patterns automatiques, d'identifier ces centres sous-développés et de s'exercer consciemment à utiliser l'ensemble de ses ressources intérieures. Pratique de développement. Pour développer le centre mental sous-utilisé, on pourrait pratiquer la réflexion structurée, l'analyse de situations complexes ou la planification méthodique. L'étude, la lecture et les exercices de logique constitueraient des supports utiles. Pour renforcer le centre émotionnel négligé, on pourrait s'exercer à l'expression des sentiments, à l'écoute empathique ou encore à la création artistique. Ces pratiques relationnelles, thérapeutiques ou créatives offriraient des terrains d'exploration. Pour revitaliser le centre instinctif, réprimé, on pourrait développer la conscience corporelle, l'expression de ses besoins ou l'action directe. Les pratiques physiques, sportives ou d'affirmation de soi constitueraient des voies appropriées. Signe d'intégration. Une personne, dite dans ce cas intégrée, manifesterait une fluidité dans l'utilisation des trois centres. Elle pourrait passer par l'analyse, à l'émotion, puis à l'action selon les besoins, sans rigidité ni pattern fixe. Elle montrerait une capacité à utiliser son centre dominant sans en être esclave.
Sa force naturelle resterait accessible sans devenir compulsive ou automatique. Elle développerait une tolérance et une appréciation pour les modes de fonctionnement différents du sien. Cette compréhension faciliterait ses relations et sa collaboration avec des personnes d'autres centres. Septième partie, application pratique. Dans les relations personnelles, la compréhension des centres transforme la communication interpersonnelle. Reconnaître le centre dominant de son interlocuteur permet d'adapter son approche pour une communication plus efficace. Avec une personne de centre mental, privilégier la logique, les faits, la planification. Respecter son besoin de réflexion avant l'action et éviter la pression émotionnelle excessive. Avec une personne du centre émotionnel, honorer les dimensions relationnelles, l'expression des sentiments, les questions d'image. Prenez en compte ses besoins de reconnaissance et de connexion. Avec une personne du centre instinctif, allez droit au but, respecter son autonomie et valoriser l'action concrète. Éviter les discussions trop théoriques et les manipulations subtiles. Dans le contexte professionnel, il n'y a pas de règles ou de calcul à faire pour intégrer des représentants des trois centres. La diversité naturelle permet d'aborder les défis selon tous leurs aspects. L'analyse mentale, la motivation, l'émotionnel, ou l'exécution, l'instinctif. Dans le leadership, comprendre son propre centre dominant aide à identifier ses forces naturelles et ses points aveugles. Dans l'éducation et la formation, l'approche pédagogique pourrait s'adapter au centre dominant des apprenants. Les personnes du centre mental préféraient les explications théoriques et les exercices d'analyse. Celles du centre émotionnel répondraient mieux aux approches relationnelles et créatives, et celles du centre instinctif s'épanouiraient davantage dans l'action et l'expérience. Cette diversité d'approches ne devrait pas enfermer les apprenants dans leur centre dominant, mais plutôt offrir des points d'entrée adaptés à tous en développant progressivement les autres centres. Huitième partie, les pièges et limitations. Risque de simplification. La compréhension des centres ne doit pas conduire à une catégorisation rigide des personnes. Chaque individu utilise les trois centres, même si l'un domine. La complexité humaine dépasse toujours les modèles théoriques. Il serait réducteur de prédire le comportement d'une personne uniquement sur base de son centre dominant. Les facteurs culturels, familiaux et individuels influencent considérablement l'expression des centres. La croissance personnelle implique justement de dépasser les limitations de son centre dominant pour développer une intelligence plus complète et flexible. Éviter les jugements de valeur. Aucun centre n'est supérieur aux autres. La tendance occidentale à privilégier l'intelligence rationnelle constitue un biais culturel et non une vérité universelle. Chaque centre apporte sa contribution unique à l'expérience humaine. Les personnes du centre émotionnel ne sont pas moins rationnelles, elles utilisent simplement une forme d'intelligence différente. De même, les personnes du centre instinctif ne sont pas moins sensibles, elles expriment leur sensibilité autrement. Cette compréhension favorise la tolérance et l'appréciation de la diversité humaine plutôt que la hiérarchisation des modes de fonctionnement. Conclusion. Les triades de l'énéagramme révèlent une vérité fondamentale sur la nature humaine. Nous possédons tous trois formes d'intelligence distinctes et complémentaires. Le centre mental nous permet de mieux comprendre et d'anticiper, le centre émotionnel de mieux nous connecter et de créer du sens, et le centre instinctif de mieux agir et de transformer. Cette compréhension transforme notre vision de nous-mêmes et des autres. Elle explique pourquoi certaines approches nous semblent naturelles, tandis que d'autres nous mettent en difficulté. Elle éclaire les sources de bien des malentendus et des conflits interpersonnels. Plus important encore, elle ouvre un chemin de développement personnel basé sur l'intégration plutôt que sur la correction de nos prétendues faiblesses. Il ne s'agit pas de changer ce que nous sommes, mais d'enrichir la palette de possibilités. Le travail avec les centres nous invite à sortir de nos automatismes pour développer une intelligence plus complète et adaptable. Cette démarche ne diminue pas nos forces naturelles, elle les enrichit par l'accès à des ressources jusqu'alors négligées.
Dans nos relations, cette compréhension favorise l'empathie et l'efficacité. Reconnaître le centre dominant de nos interlocuteurs nous permet de communiquer dans leur langage plutôt que d'imposer le nôtre. Dans une quête de développement personnel, elle offre une carte précise de nos territoires à explorer. Nos centres sous-développés deviennent des invitations au travail plutôt que des sources de honte ou de limitation. L'enseignement de Don Rizzo et Russ Hudson sur les triades constitue l'une des contributions les plus précieuses de l'énéagramme moderne. Il réconcilie l'intelligence avec l'émotion et l'action, restaurant l'unité de l'expérience humaine trop souvent fragmentée par notre culture. Cette approche intégrative correspond parfaitement à l'esprit de l'énéagramme. Non pas pour enfermer dans des catégories, mais libérer le potentiel d'accomplissement et de croissance de chaque personne. Dans le prochain épisode, nous explorerons les cycles de conflit et de réconciliation dans le couple, en découvrant comment transformer les disputes répétitives en opportunités de renforcement grâce aux enseignements d'Arville Hendricks. Merci pour votre écoute.